Eau et électricité, relier chaque foyer à l'État. Dans un pays marqué par l'aridité et le contraste entre villes et régions de l'intérieur, l'accès à l'eau potable et à l'électricité n'est pas qu'une question de confort. C'est un droit fondamental, une condition de la santé, de l'éducation et de l'activité économique. Les années 90 à 99, au milieu rural, c'était surtout la soif. Les gens avaient beaucoup soif. Il y avait peu d'eau. Il y a la rareté de la pluie en République de Djibouti. Il n'y a aucun cours d'eau permanent. La priorité devrait être donnée à l'accès à l'eau potable au milieu rural, surtout pour les cheptels. Et qui dit accès à l'eau potable dit les services sociaux de base qui vont venir derrière, les écoles, les centres de santé communautaires, l'agriculture. Parce que l'agriculture à Djibouti n'est possible que s'il y a de l'eau. Et l'eau à Djibouti, il n'y a que de l'eau souterraine. Il n'y a pas d'eau de surface ni de la pluie. La priorité de l'eau dans le programme national a été décidée dès l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh. L'année où on peut vraiment marquer l'année zéro, c'est l'année 2000. À partir de l'année 2000, on commençait les projets et les programmes de lutte contre la soif. Et c'est là où on a eu le vrai accès à l'eau potable en passant d'un volume de 1,5 million d'eau par an au milieu rural à pratiquement 16 millions au moment où je vous parle aujourd'hui en 2025. L'électrification rurale avant l'arrivée du président Ismaël Omar Guelleh, elle était quasiment inexistante. C'est à l'arrivée du président que ça a été revu et reconsidéré. Ça a été vu comme un facteur essentiel au développement du pays. La lutte contre la soif a été gagnée par la réalisation des programmes et des projets d'eau au milieu rural, notamment par l'accès à l'eau à partir des forages qui sont profonds. Il y a même des forages qui sont à 500 mètres de profondeur. Donc il fallait investir avec des coûts très élevés et permettre l'accès à cette eau potable au milieu rural. À partir de là, le milieu rural a vu les conditions de vie de la population qui s'est vraiment améliorée. Pourquoi? Parce que l'eau est là et avec l'eau se sont greffées les 10 fameuses années des écoles. Toutes les écoles rurales, il y a 10 années, pratiquement de 2000 à 2010, c'est les années où les grandes écoles, la construction, la réalisation des écoles ont eu en milieu rural, parce que c'est les années qui concordent et qui interviennent avec la réalisation des projets et des programmes d'eau en milieu rural avec de l'eau disponible. L'eau, l'éducation est arrivée. Avec l'éducation, la santé est arrivée. Avec les centres de santé communautaires qui ont vu les réparations juste après les fameuses 10 années de l'éducation nationale. L'électrification rurale a commencé progressivement à Djibouti, la centrale solaire d'Ali Adé, qui à cette époque avait une capacité de 70 kW, en augmentant sa capacité jusqu'à 300 kW crête. On a vu l'inauguration de la première centrale à Djibouti qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est une énergie abondante à Djibouti et ça dépendait aussi des localités qui sont plus ou moins éparpillées dans la République. Et l'évolution a continué progressivement parce que ça demande un certain investissement, ça demande aussi de l'expertise, ça demande aussi une précision dans la localité où on installe le système solaire. L'électrification rurale a commencé dans les localités rurales, c'est-à-dire les localités qui sont loin du réseau national de 1 et qui ne sont pas proches de la capitale. Ces régions-là le président a décidé d'électrifier ces localités et l'énergie décidée en premier lieu, c'était les centrales solaires. Certes, le groupe électrogène il fournissait une énergie constante, mais l'électrification par mini-solaire avec l'énergie solaire a été décidée comme moyen important pour ces localités-là, parce qu'ils étaient reculés. La solution qui était le plus adaptée pour ces zones rurales-là, c'était l'électrification par mini-centrale solaire, c'est-à-dire qui fonctionne l'énergie solaire. L'énergie solaire, il est abondant
Et ça a été un succès que ces régions-là aient l'électricité et que le niveau de vie de ces habitants-là était considérablement augmenté, que ce soit l'éducation et la santé ont bénéficié aussi de ce genre des raccordements. Parce que les services sociaux, avec les équipements, ils fonctionnaient, et les groupes électrogènes aussi, avec le branchement parmi les centrales solaires. Il y a eu une nette amélioration en termes d'équipement, en termes de services. Et les agents publics, ils étaient plus à l'aise à faire leur travail, à exécuter professionnellement leurs tâches. Donc l'accès à l'eau commence d'abord par la réalisation des études géophysiques. Ces études géophysiques permettent la plupart du temps d'indiquer le site où il y a les potentiels en eau les plus probables. Une fois les études géophysiques réalisées, on réalise le forage. Un forage, c'est un moyen d'aller chercher l'eau souterraine. Dans l'arrière-pays, l'eau se trouve entre 200 et 400 mètres de profondeur. Donc, une fois les forages réalisés, on construit un réservoir d'eau pour la population. La plupart du temps, entre 50 à 100 mètres cubes d'eau. De ces réservoirs vont suivre les infrastructures de surface qui sont les bornes et fontaines pour la population rurale et les abreuvoirs pour les animaux et les cheptels et surtout les connexions aux services sociaux de base. Ces décisions ont été prises par le gouverneur de Djibouti, par son Excellence le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Dès son intronisation en 1999, l'accès à l'eau était la priorité du gouvernement après l'éducation et la santé. Lorsqu'on électrifie une zone, on a constaté qu'il y a un besoin qui apparaît à ce moment-là. Le besoin n'est pas fixe, il augmente en fonction. Il y a l'artisanat qui a apparu et que les services sociaux aussi ont eu un moyen efficace pour faire leur travail. En termes d'apparition ou de génération d'activités, des services, il y a eu l'artisanat, il y a eu la couture, il y a eu des agences téléphoniques, il y a eu pas mal d'évolutions tout au long de la connexion. Après, chaque localité, lorsqu'elle est électrifiée, la demande augmente. À l'état actuel, en 2025, elle est passée de 70 kg à 300 kg, 5 fois plus de la capacité initiale. Plus de personnes se sont connectées, il y a eu plus de besoins, le niveau de vie a augmenté, il y a eu une apparition d'une économie locale, les gens ont été autosuffisants. Donc à partir de là, on a mis tous les moyens pour que cet accès à l'eau potable soit pérenne. On diminue tous les obstacles un pour rendre cet accès à l'eau potable prioritaire. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture a fait de telle sorte que dans chaque région, il y a une base régionale et les interventions se font à partir de cette base régionale. Le temps de dépannage qui était de 3 jours est réduit aujourd'hui en une journée. Même si, je vous ai dit, la population a un réserve d'eau d'une semaine dans les réservoirs. En 1999, il y a eu la création d'un comité national des ressources en eau. Ces comités mis en place et dont le ministre et le président, ce comité fait intervenir tous les intervenants du secteur eau, l'assainissement, l'environnement, le ministère des Transports, il y a le centre de recherche de Djibouti, le ministère de l'Agriculture, les ONG bien sûr, et tous les autres ministères, institutions qui interviennent dans le secteur de l'eau, ou bien qui en bénéficient, telles que l'éducation nationale, la santé. Donc la coordination dans l'eau, en milieu rural, s'est fait en étroite collaboration avec les autres ministères. Le premier impact en termes de création d'emplois, ça a été à l'intérieur de la centrale. Lorsque la centrale a été construite, vu qu'elle était loin de la capitale, il était important de recruter des personnels, des employés qui étaient originaires de ces localités-là. On a recruté des gardiens, des techniciens, des gestionnaires pour qu'ils puissent s'approprier ces technologies-là et faire la maintenance et apporter la technicité nécessaire afin de maintenir et en termes de pérennité de la centrale. Tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est gestion en termes de facturation et en termes de maintenance. Un point d'eau productif, la population vient d'elle-même. Quand nos partenaires viennent pour nous appuyer, qu'on les amène sur le terrain, ils nous posent une seule question. Où est la population? Et si on ne peut pas faire un point d'eau, où est la population? On leur dit, la population viendra. Mais pour nous, c'est un point potentiel, c'est un endroit potentiel, il faut réaliser. Et une fois réalisé, je vous donne le vrai exemple, c'est Danan. C'est un village qui se trouve à l'Issébié. En 2010, nous avons réalisé un forage avec l'appui du Japon, du JICA. À ce moment-là, les représentants du projet
DGK nous avait dit ici, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a une école, un centre de santé communautaire et même tout un village à cet endroit où, si vous regardez par une image satellitaire, c'était vide en 2010. Aujourd'hui, c'est toute une population avec pratiquement un niveau 5 de l'école qui est là-bas. Le changement climatique, il a toujours été présent. La rareté de la pluie a toujours été là. Donc le changement climatique, ce qu'il va amener, c'est plus de pression sur le point d'eau. Et nous sommes un pays où l'eau est gratuite. Donc les nomades des pays voisins viennent aussi augmenter la pression des points d'eau dans les zones transfrontalières, 1,5 million de mètres cubes d'eau par an. Lorsqu'on parle en termes de localité, il n'y a pas une seule localité. En fait, il y a des petites localités qui sont environnantes. Et lorsqu'on décide d'électrifier certaines localités en priorité, c'est pour concentrer des localités et de faire une sorte de regroupement local. La population, les habitants de ces localités-là constatent qu'il y a l'électricité qui est sur place, il y a même aussi l'eau qui est sur place, les services sociaux, qu'ils soient en éducation, en santé, sur place. Les gens avoisinants de ces localités-là migrent vers ces grandes localités et la localité s'agrandit. Et nous, on essaye d'accompagner ces localités-là, on essaye d'augmenter la capacité de la centrale pour qu'elle réponde à ses besoins de base en termes d'électricité. Lorsqu'on électrifie une localité, ça commence avant la construction de la centrale. On essaie de dimensionner la centrale, c'est-à-dire on recense tout ce qui est besoin en termes de ménage, en termes de services sociaux. On essaie de faire une marge de 30% à 40% pour vraiment répondre aux besoins futurs, pas à long terme mais à court terme. Si la population augmente, si c'est nécessaire de garder la même capacité ou d'augmenter la capacité de ces villages-là. Lorsqu'on électrifie une localité, on essaie de voir tous les principes et toute la nécessité du village afin de bien dimensionner les centrales solaires et de ne pas prise de court l'évolution du village. C'est pour cela qu'on essaie de construire des centrales à énergie renouvelable, qui sont des énergies propres, qui sont fiables et en répondant aussi aux besoins basiques de ces localités. Lorsqu'on construit des centrales solaires, on essaie de voir aussi comment les gens vont réagir. En premier lieu, les gens accueillent bien. Ce qui est bien aussi, c'est que de voir des gens qui se connectent, des foyers qui se connectent le plus vite possible. Et il y a des gens qui progressivement qui acceptent ces centrales-là qui sont installées dans leur localité, d'où l'évolution progressive de la demande. C'est-à-dire que les gens accueillent et même avec le temps, les gens ils sont plus à l'aise, ils essaient comment dirais-je, de maintenir une vie sociale qui est proportionnelle à celle de la capitale. C'est-à-dire avec l'évolution des technologies, de l'électroménager, ils essaient de faire comme les habitants de la ville lorsqu'ils réservent l'électricité. Et aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre l'accès à l'eau potable en milieu rural et l'accès à l'eau potable en milieu urbain. La population de Djibouti a accès à l'eau potable à 100%. Nous avons même donné une diminution des distances que la population parcourait dans le temps. C'était pratiquement 30 km aller-retour. Aujourd'hui, elle est de 15 minutes. Dès le début des projets, les populations sont vraiment satisfaits et ils sont très contents d'avoir l'énergie chez eux enfin. Et avec le temps, les gens de la localité, on dirait qu'ils ont plus ou moins les mêmes conditions de vie de ceux de la capitale. Et ils essaient de s'approprier le geste, les activités des gens qui sont à la capitale, d'acheter un téléviseur pour regarder plus ou moins l'évolution de la technologie. L'arrivée au pouvoir du président, son excellence, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, a profondément changé le paysage du pays, que ce soit en termes d'électricité rurale et en termes d'accès à l'énergie. C'est ainsi que les populations locales perçoivent cette politique qui est favorable à une évolution et à un développement durable et qui a une répercussion très positive sur les localités et qui a aussi un moyen qui participe au développement durable, que ce soit en termes d'énergie et en termes d'eau. À l'état actuel, en 2025, nous avons des technologies qui sont à pointe, des technologies de pointe, des derniers cris. Nous essayons aussi de suivre le cours de l'évolution de technologie. Nous essayons d'apporter à nos concitoyens de l'énergie à leur localité, de participer aussi à leur évolution et à leur développement, de répondre à leurs besoins basiques en termes d'électricité et de contribuer au développement durable.